Salam alaikum mes amis. Vous voyez un peu comment fonctionne le 2.0. Hey. Alors dans le fond, cette vidéo là, la France d'aujourd'hui n'est pas la France d'hier. C'est pour que ceux qui pensent que nous sommes toujours dans l'assouvissement, nous sommes toujours ceux qui travaillent à la poste, ceux qui travaillent à la CAF, qui travaillent. C'est fini tout ça. Tout ça, ça a changé, la France elle est en train de changer. Et ma foi, ceux qui ont du mal à l'accepter, vous allez devoir l'accepter, pas de force, hein, pas de gré ni de force, hein, pas du tout, juste par intelligence. Ça c'est mon avis. Et ce n'est pas la première fois. Cela m'arrive. D'ailleurs, j'ai dépassé toute une équipe. Alors, je pars en Belgique tout à l'heure. Je vais dans la ville à Monsieur Colomb, chez Colomb. Hein? Vous avez vu, ils nous censuré au Liban. Ils ont dit non, Monsieur Colomb, vos livres anti-Israël. Pas ici, Monsieur Colomb, non. Au Liban. Vous voyez? Parce que je crois qu'hier j'ai fait la confusion entre la Syrie et le Liban. Je me suis trompé. C'est pour aussi rectifier le tir quelque part. Alors, oui. Petite présentation de lecture. Chose intéressante. vous savez, la vidéo c'est ce n'est pas après avoir vu la vidéo qui va être Ça. les gens. Vous voyez, c'est vraiment Louis Chézer, entre Billancourt et le marché mondial. Très très intéressant. Donc vraiment, c'est l'ancien patron de Renault. Ça c'est bien, c'est John G. Hindenburg, qui a écrit sa vision des choses, du management, sa vision. Il a travaillé dans les ressources humaines à une certaine période, et puis il en a fait un récit plutôt hallucinant. DRH. Ça, gestion des ressources humaines. Très très important, parce que nous sommes dans une période où où le dialogue va être très très important, parce qu'on ne peut plus faire parler les armes. Vous comprenez? Génial. Dictionnaire de la philosophie. Très très bien pour les novices comme moi. Ah, il est où? Il est où mon ami Père Breton? Pierrot, moi ancien détenu pâtisseur de prison nouvelle. Pierrot il est passé à... vous voyez? Vous voyez, c'est un mec dans le fond. C'est intéressant son histoire. Mais je vais prendre la chaise. Enfin, Père Breton,
c'est un mec, quand même, il a une histoire particulière. Un mec qui était dans les hautes instances. Il connaît toutes les magouilles, il connaît tout, il sait tout ce qui s'est passé. Il sait tout ce qui s'est passé, il connaît la justice, la politique, il connaît tout le mec. Tout. Je n'ai jamais été un faux cul. La justice m'a condamné et je méritais d'aller en prison. Mieux, elle a sauvé ma vie. M'ouvrons les yeux sur ce qui est abusif ou pas. Mais cette période de détention n'a pas préservé mes liens familiaux, et notamment ceux avec mes enfants. Aussi en 2010, j'ai pensé que mon expérience pourrait servir à réformer l'incarcération des primo-délinquants. J'ai proposé l'instauration de mesures améliorant le choc subi par ceux qui entrent en prison pour la première fois, ainsi que la création d'établissements différents, construire des prisons nouvelles préservant les liens avec les proches, donc luttant contre la récidive. Telle était mon utopie. Avec le soutien du président de la République, des gardes des Sceaux, des médias et de certains surveillants, de différentes associations, de tous les partis politiques, d'icônes comme Robert Badinter, Simone Veil, mais aussi de 15 patrons des plus grandes sociétés françaises, de vedettes emblématiques de la musique ou du sport, allais-je pour autant parvenir à faire évoluer les mentalités et les conditions de détention des 65 500 détenus enfermés dans les prisons de la République. Mais cette aventure humaine mouvementée et passionnante, douloureuse aussi, je vous livre dans ces pages. Donc mes amis, vous voyez, Pierre Breton, dans le fond, il a été au Niouf. Il a été au Niouf. Il a vu l'envers du décor. Il a vu quand tu es de l'autre côté de la barrière. Quand c'est toi le marginal. Quand la justice te pointe du doigt. Quand on te dit asseyez-vous, tu t'assois. Vous avez quelque chose à rajouter, tu as le droit de parler, sinon tu n'as pas le droit de parler, sinon tu ne parles pas. Tu ne parles pas, on ne t'a pas dit de parler, tu ne parles pas. Vous voyez la soumission. Donc, Pierre Breton est en lui-même un boss, pour le coup. C'est un boss. C'est un boss, un vrai boss. Se retrouver dans cette position de primo-délinquant. Dans le fond, en vérité, ça n'a pas dû l'étonner, dans le fond. Toute cette histoire qui se retrouve au placard. Ça n'a pas dû l'étonner parce que il savait très bien qu'il y avait des trucs qui ne tenaient pas la route, qu'il y avait des gouillements. Donc il savait tout ça. Donc vous voyez, dans le fond, pourquoi le traumatisme, dans le fond. Alors c'est un homme qui a écrit un bouquin, je crois qu'il a écrit un deuxième bouquin, ça lui a fait avoir une vision sur la vie totalement différente de celle qu'il avait avant d'avoir ses problèmes de justice, palais doré, merisier, caviar, champagne. Arrivé à « Oh Pierrot, t'as pas un peu de tabac ?» Wow, ça devait être hardcore pour lui. « Oh Pierrot, fais voir ta montre !» Oui, excusez-moi. Vous imaginez pas le délire pour lui. Et lui, il a fait son témoignage. Il a fait son témoignage. On peut lui rendre hommage à Pierre Breton. Malgré tout, on peut lui rendre hommage. Il a fait son témoignage.
fait son témoignage. Elle fait son témoignage comme quoi c'est de la racaille. Mais comme quoi lui aussi était dans la racaillance. Ça aussi. Sinon il n'aurait pas été mis en examen. Mais le fin fond de l'histoire, et d'ailleurs ce livre ne revient pas trop dessus, le fin fond de l'histoire c'est que il ne revient pas trop dessus mais il le laisse sous-entendre. Le fin fond de l'histoire c'est que il devait savoir beaucoup de choses. Il devait savoir beaucoup de choses et il pouvait déranger beaucoup de monde. Ça c'est sûr. C'est sûr, c'est pour ça qu'il a eu un coup de pouce comme ça, parce que franchement, c'est vrai, paraît-il, hein, la détention à présent, je ne sais plus du tout comment ça se passe, hein. J'y ai pas mis les pieds, mais paraît-il que ça a changé. Pour moi, être enfermé, c'est être enfermé. Mais bon, ceci dit, ça aussi c'est intéressant. Ça c'est intéressant. C'est rapport au Premier ministre de la commission présidée par Alain Minc. La France de l'an 2000. C'est l'édition Odile Jacob. Très. Donc quels sont les grands défis de l'an 2000 ? Quelles grandes actions économiques et sociales s'imposeront à la France dans les années à venir? Assurer une croissance sans inflation, capable de favoriser l'emploi, rendre plus efficace l'État-providence, adapter notre système productif à la mondialisation des échanges. Sur ces problèmes clés pour la société française, le Premier ministre a demandé à Alain Minc d'animer la réflexion d'un large éventail de personnalités. Très intéressant. J'ai été jusqu'à la page 47. Juste à et cette démarche ne serait d'ailleurs pas une innovation. Maastricht la prévoit pour la monnaie. Le record l'illustre pour la défense. Voyez, je prends le livre vraiment, il n'y a pas d'hasard, mais bon, vraiment je le prends dans la bibliothèque, je me ramène et je lis où j'ai plié la page. Et vous voyez, voilà. C'est exactement, en fait, où nous en sommes. C'est incroyable, subhanallah. Le débat européen mobilisé par nos amis allemands étant entendu que leurs contributions récentes, en particulier celle de la CDU, et ce noyau dur doit la réalité être polymorphe. Il relève strictement du processus de Maastricht. Il serait de point de vue malencontreux de faire trop rapidement l'impasse sur l'échéance de 1997 avec pour horizon de repli 1999. Ça, celui-là, je vais l'emmener avec moi. Je vais l'emmener avec moi. Il va voyager avec moi. Je vais l'emmener avec moi. Et j'avais oublié. Je dois vous faire. Il est où? Je dois vous faire cette analyse. Il est là. Je dois vous faire cette analyse, mes amis. Civilisation américaine, Marie-Christine Powers, 5e édition, Hachette supérieure. Je vous le conseille, À tard plus dans l'autobus. C'était Bye Bye, cher 2.0. Ciao, bonne soirée. Ciao.